Bonjour à toutes, rebonjour à toutes et à tous. Épisode 3 de la journée du Forum Design graphique et typographique. On ne présente plus Véronique Marié, conservatrice responsable des collections design graphique du Centre national des arts plastiques, animatrice extraordinaire d'une extraordinaire communauté. J'ai tout appris en design graphique grâce à Véronique et à quelques autres aussi, mais Véronique aura le plaisir de modérer cette table ronde dédiée à la commande publique, commande privée, comment faire, et Véronique, c'est à toi. Merci beaucoup Mika. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne correctement? Merci beaucoup Mika. Donc en effet, nous allons parler de la commande, trait d'union indispensable de la collaboration entre les designers graphiques et leurs commanditaires qui sont évidemment extrêmement divers et variés. Je voudrais en préambule mentionner encore une fois, puisque ce sont les 30 ans de Graphisme en France, vous dire qu'un numéro de Graphisme en France avait été consacré à la commande déjà en 2001 avec un design graphique de Jean-Marc Ballet. Donc ce numéro de Graphisme en France, que le CNAP a publié en 2014 la première édition d'un guide sur la commande de design graphique, et que vous trouvez sur la table à l'entrée la réédition, une nouvelle édition augmentée de ce guide, notamment incluant des questions de caractère typographique, et donc guide qui vient d'être réédité dans une version augmentée. Encore une fois, tous les documents que je viens d'évoquer sont téléchargeables en ligne sur le site du CNAP. Et dernière chose, afin de faire se rencontrer les commanditaires et les designers graphiques, depuis 2014, le CNAP a organisé à plusieurs reprises des salons graphiques qui visent à faire se rencontrer les graphistes et les commanditaires dans des journées d'échange. Et donc Mika faisait allusion ce matin à une édition d'un salon graphique qu'on avait organisé aux Beaux-Arts de Paris. Donc encore une fois, ces documents sont également téléchargeables en ligne. Ce sont des comptes rendus qui sont faits en général en collaboration avec des écoles. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'ensemble de ces documents témoignent de l'importance que revêt la commande. Sans commande, on ne parle pas de conservation, d'archives, comme on l'a dit ce matin. C'est bien le fruit du travail des graphistes avec leurs commanditaires, qui permet d'être conservés et de constituer des ensembles qui sont étudiés et qui nous permettent de comprendre ce qu'est ce travail. Par ailleurs, je voulais aussi mentionner un petit peu le déroulé de cette table ronde. Je vous présente juste après les personnes qui m'entourent. Mais donc, la question, cette commande pose un certain nombre de questions. Comment, quand on est graphiste, on va à la rencontre de potentiels commanditaires? Comment est-ce que, quand on est commanditaire, on peut aller à la rencontre des graphistes? Comment est-ce qu'on peut regarder leur travail? Comment est-ce qu'on peut savoir que, ayant réalisé ce type de travaux, on se sent en adéquation avec l'univers visuel de telle ou telle personne? Comment se passe la relation? C'est-à-dire que du côté du commanditaire, comment on commande? Quelles sont les contraintes qui sont les nôtres dans le cadre de l'institution ou de l'organisation qui est la nôtre? Vous savez que parfois on doit faire des appels d'offres, donc on va évoquer aussi ces questions-là ensemble. Peut-être aussi évoquer la question du temps. On est tous très pressés, on vit dans un monde où tout va très très vite, et parfois on demande très très vite des projets, des créations à des graphistes, ou nous-mêmes en tant que commanditaires, on est très contraints par cette question du temps. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourra aussi partager tout ensemble. Et puis peut-être aussi évoquer la question des créations et des projets de graphistes qui n'aboutissent pas, c'est-à-dire que parfois on propose quelque chose à un commanditaire et puis le commanditaire demande à 3 personnes et seulement l'une d'entre elles est retenue. Ça ne veut pas dire que ce qui a été fait par les autres est moins bon, pas bon, c'est parfois très subjectif le choix. Donc que font ces travaux? Ils sont latents? Est-ce qu'ils sont réinventés? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils réémergent parfois?
fois. Donc ça, c'est aussi peut-être des choses qu'on pourra évoquer. Et puis, en tant que commanditaire aussi, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup au CNAP, c'est quand on fait appel à un graphiste, on essaie de valoriser cette collaboration parce qu'on investit dans cette collaboration. Donc potentiellement, évidemment, ça paraît complètement évident, mais on nomme, on indique qui a fait ce travail de création. D'autant plus quand on travaille dans un domaine dans lequel on travaille avec des artistes. Donc, je pense que cette dimension est aussi intéressante. Comment est-ce que c'est valorisé? Il y a la question aussi des prix. Quand on est un commanditaire et qu'on travaille avec un graphiste, il arrive parfois que le fruit de notre collaboration est valorisé dans le cadre de biennales, comme celle de Chaumont par exemple, ou d'autres. Donc, je pense que cette notion-là est aussi intéressante, c'est-à-dire que quand on est commanditaire, on engage une collaboration avec des designers graphiques, et puis la relation peut aller jusqu'à finalement la reconnaissance de la collaboration dans un cadre qui est bien plus grand que nous. Voilà les quelques éléments qui me semblent intéressants à évoquer. Donc j'ai l'immense plaisir de vous présenter et de remercier au passage les femmes qui m'entourent et avec lesquelles on va échanger. Donc encore une fois, il est très bienvenu que vous gardiez des questions et qu'on puisse échanger avec vous, avec les unes et les autres. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Chloé Demey, qui est en charge du département des éditions au Centre Pompidou. Ariane Bossard, qui est designer graphique à Toulouse et qui a fait une collaboration avec Chloé Demey, dont elles vont nous parler juste après. Anna Chevrance, qui est designer graphique, au sein d'un atelier qui s'appelle Tout va bien et qui est installé à Dijon avec Mathias Renoir, donc son partenaire d'atelier. Acolyte de travail. Et Céline Poulain, qui dirige le FRAC Île-de-France, mais qui a une autre vie avant, elle va nous en parler, qui a suscité une collaboration avec des designers graphiques dans un cadre particulier. Donc c'est ce dont elle va nous parler, et je lui passe donc la parole. Bonjour. Donc, tu voulais que je parle un peu de mon parcours précédent, surtout. Donc, j'étais, avant de prendre la direction du FRAC Île-de-France l'année dernière, directrice du CAC Bretigny depuis 7 ans, où j'ai mis en place une résidence graphique avec Charles Mazet et Colline Sunier. Alors, l'histoire du graphisme et de Bretigny, du Centre d'art de Bretigny, ne m'incombe pas. En fait, avant mon arrivée, pendant 10 ans, Firfunf a été en résidence graphique à l'invitation de Pierre Balblanc. C'est une résidence, je pense, qui a trouvé son origine au départ dans une résolution de problèmes administratifs. C'est-à-dire que le CAC Bretigny est un lieu qui était, à l'époque de l'arrivée de Pierre, en régie municipale, et qui en fait n'était pas forcément soumis à des appels d'offres, mais disons que je pense que Pierre a trouvé cette solution de l'invitation en résidence comme une forme de liberté par rapport au graphisme. Donc on est quand même il y a quasiment 20 ans. Donc vous imaginez bien que pour une mairie, c'était pas évident de se dire que le graphisme avait une existence hors institution, ou en tout cas une existence artistique qui n'était pas forcément soumise à simplement des impératifs de logo. Et puis la question de la résidence permettait aussi un choix, puisque cela permettait une invitation directe. Donc Pierre a mis en place cette résidence graphique que que vous connaissez tous et toutes, je pense. Et donc moi j'ai souhaité prolonger cette résidence en invitant Charles Mazet et Colline Sunier. Est-ce que j'en dis plus ou on verra plus tard? Non? Ok. Pour choisir Charles et Colline, j'ai discuté avec d'autres graphistes. J'ai pas fait d'appel à projet, c'est-à-dire de demande de proposition.
D'une part aussi pour des raisons administratives, c'est-à-dire que je considérais pas possible de faire travailler des personnes sans les rémunérer, donc il me paraissait pas envisageable de demander des pré-propositions, donc ça a été simplement des conversations. Et la conversation avec Charles et Colline, en fait, elle était très intéressante parce que j'ai eu tout de suite l'impression qu'on était au travail, c'est-à-dire qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils n'étaient pas du tout dans une démarche de séduction, je pense, mais plutôt vraiment de réflexion, de réfléchir ce que ça voulait dire pour eux, pour moi, pour le territoire. Voilà, donc vraiment tout de suite dans une démarche de recherche. Et c'est vraiment ça qui m'a tout de suite intéressée. Et donc à partir de là, je leur ai fait, je les ai invités. Donc j'ai pris le risque de les inviter vraiment sur une carte blanche. Et ensuite, ils ont fait cette proposition de l'ABCC du CACB. Donc là, c'est la première occurrence de l'abécédaire, c'est-à-dire pour la première exposition Jump avec les lettres A, B, C qui permettaient d'écrire CACB. Le principe de l'ABCC du CACB, donc j'ai eu peur. Qui est donc un abécédaire, c'est la création d'un abécédaire qui va permettre d'éditer le contexte artistique, géographique du centre d'art et de créer un vocabulaire commun. Ce qui m'intéressait aussi et ce qu'on a discuté ensemble, c'était de pas avoir de logo aussi. Et d'avoir une identité qui soit mouvante. Donc cette idée que cette identité ce soit un langage total avec un abécédaire, c'était aussi très important. Et en fait, les lettres là que on peut juste, tu peux juste rester sur l'image parce que oui, enfin les deux marchent. Donc vous reconnaissez le B, c'est le B de Firfunf, le B de Bretigny, du CAC Bretigny. Ah, on s'est jamais rencontrés en fait. Ouais, voilà, donc vous voyez, je ne m'approprie pas vraiment le travail des autres. Je trouvais important aussi de réinscrire, enfin avec Charles et Colline aussi. Pour Charles et Colline, c'était quelque chose d'assez impressionnant de prendre la suite de Firfunf et de cette résidence dont, donc du coup là on va voir si je dis des bêtises, mais dont le maître mot c'était de réaliser un graphisme en fonction des émotions des graphistes au moment de la conception du projet et de chaque support. Donc voilà, c'était très fort. Donc comment aussi on poursuit cette histoire-là? Pour eux, c'était un sacré enjeu. Et comment aussi on va pas la supprimer. Et moi, il y a un truc aussi avec lequel j'ai un peu de mal parfois, c'est que quand on arrive dans une institution, on fait un peu tabula rasa de l'histoire précédente. Et donc, et Charles et Colline, ils sont aussi comme ça. Donc, on avait aussi envie d'inscrire cette nouvelle page dans une histoire existante. Et puis, moi, j'ai grandi avec la programmation de Pierre. On n'a pas une énorme différence d'âge, mais quand même. Et donc voilà. Donc en fait, le C, c'est, pas celui-ci, mais il y a un des C qui est le C du Centre culturel Gérard Philippe, qui est l'ancêtre du CAC Bretigny. Et il y a le B donc de Firfunf, et il y avait aussi le B de Antoine. Et voilà, c'est là où j'ai un trou. Du graphiste invité par Xavier Franceschi. Voilà, mais je vais retrouver ça dans mes notes. Et donc il y avait aussi cette idée que cet abécédaire, il incluait aussi le passé. Et donc ensuite, il se compose non pas d'objets créés, mais d'une typographie trouvée, à la fois sur le territoire et dans les projets artistiques. Sachant que c'est une typographie numérique, donc il y a tous les émoticônes, les emojis, la ponctuation, etc. Et voilà, donc c'est à la fois très profond et très amusant. Ça, c'était celle pour les enfants parce que je vais vous montrer les autres et on pouvait pas les mettre pour les enfants. Donc reviens peut-être sur. Ça aurait été plus simple que je sois là, mais. Non, mais ça, voilà. Donc
donc, au moment de l'invitation donc ça, c'est un exemple de projet qui a pu être un peu complexe à mettre en place. Qui a demandé beaucoup de patience et de travail à l'équipe du CAC. Alors, Charles et Colline avaient fait cette résidence à la Villa Médicis où ils avaient recueilli dans l'espace de Rome, de la ville de Rome, différents signes qu'ils ont trouvés sur les murs, etc. Et la question du graphisme, enfin du tag pornographique, notamment du phallus, revient énormément. C'est vraiment c'est très très présent dans l'espace public. Il y a beaucoup de phallus partout. Et donc l'exposition de Nouria Gouel s'appelait Au nom de la patrie, du père et du patriarcat. Et donc ça leur a semblé. Et donc en fait ils m'ont dit voilà, depuis qu'on est arrivé à Bretigny, on récolte tous les phallus qu'on trouve sur les murs du territoire, dans les voilà. Et donc est-ce que tu es d'accord pour qu'on mette ça sur les cartons? Et vraiment, je pense qu'ils m'ont dit ensuite qu'ils pensaient que j'allais dire non. Mais j'ai dit oui parce que c'était quand même très intéressant par rapport enfin, il y a toute une histoire. Bon, je vous invite à lire le texte de Charles et Colline, Sexe symbole, qui est dans la revue du CAC Bretigny. Et donc, il y a toute une histoire de ces inscriptions et puis aussi de l'évolution du symbole phallique qui n'est pas qui au départ un porte-bonheur aussi. Bon, on va pas être trop divagué. On a trouvé assez peu de signes de sexe féminin. Donc l'affiche, c'est un sexe féminin. Et sur la façade, c'était une poitrine. On ne sait pas si ça avait été dessiné par des hommes ou des femmes. On suppose quand même que c'est potentiellement quand même des garçons. Mais et donc en fait, ensuite, on a trié les phallus parce que il y avait quand même la question qui se posait d'envoyer par la poste des sexes masculins qui peuvent être pris aussi de manière un peu agressive pour des personnes. Donc on a trié, enfin j'ai trié. J'ai mis à profit mon enfant et je lui ai dit: que vois-tu? Un bonhomme. Ok, donc ça c'est bon. Là, une grenouille. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Moi, ça doit être un zizi. Et donc ça, ce que vous voyez là, c'est à peu près les phallus non explicites. Donc ils sont affichés partout. On a gardé les phallus explicites pour les galeries et pour la foire qui s'appelait la FIAC à l'époque, parce qu'on s'est dit les gens ils aiment bien quand c'est un petit peu voilà, un peu rock'n'roll. Et voilà, donc là on a plutôt les petites grenouilles, les choses un peu mignonnes. Et j'ai quand même demandé qu'on garde juste le nom de la rue et pas le nom de la ville dans les légendes, parce qu'en fait, Marie, tu dois avoir... donc il y a Marie Plagnol qui est là, qui est directrice intérimaire du CAC Bretigny, et qui s'occupe aussi de la résidence de Charles et Colline. Et donc, en fait, pour chaque... donc ça, c'est ce qu'ils font en ce moment. Chaque signe est légendé avec l'Unicode, à ce à quoi ça fait référence, le logotype, là, l'auteur ou l'autrice, si on sait qui c'est, et ensuite où est-ce qu'on a trouvé. Donc ça, c'est Annuaire de l'Essonne, page 270. Et donc ces phallus avaient été trouvés dans des rues ou sur des bâtiments. Donc j'ai quand même demandé au graphiste, à Charles et Colline, d'enlever le nom de la ville. Et donc ce qui m'a servi ensuite quand les élus m'ont dit quand même, Céline, c'est un peu gênant. Et j'ai dit oui, mais j'ai vraiment fait attention et j'ai enlevé le nom de votre ville pour pas que vous soyez associés à ça. Voilà, ça c'était. Mais Donc Céline, en fait, on voit bien là, déjà dans la présentation, que cette collaboration, elle s'inscrit bien au-delà de ce qu'on imagine d'une commande de design graphique avec des graphistes. Donc, comme tu le dis, c'est une résidence. En fait, c'est un travail. Mais comment est-ce qu'on quantifie? Comment est-ce qu'on dit? Quand est-ce qu'on s'arrête? Comment est-ce qu'on... Parce que
comme tu le dis très bien, c'est de la recherche. Donc ça veut dire que c'est un travail de recherche. Il faut assembler les signes, il faut les choisir, comme tu dis. Donc ça veut dire du temps, comme je disais au début. Donc comment on gère, dans le cadre d'un projet d'identité pour un lieu comme le CAC Brétigny, ces questions-là? Alors avec un contrat très précis qui va lister tout ce qui est attendu. Donc tous les supports qui doivent être produits. Mais également, en fait, dans le contrat, on va scinder les honoraires qui sont pour la production de signes et les honoraires qui sont pour la résidence, et aussi avec des frais de déplacement liés à la recherche. Donc voilà, de cette manière-là, sachant que les supports de communication sont une expression de la recherche, mais toute la recherche n'est pas sur les supports de communication. Toute la recherche est par contre sur le CAC Brétigny, enfin sur le site, c'est-à-dire qu'il y a un espace du site qui est dédié à la recherche de Charles-les-Collines. Mais voilà, donc après il y a pu avoir des ambiguïtés au départ, mais on avait fait le contrat avec Thibault Lambert qui maintenant travaille, voilà, avec un studio de graphistes et qui est très. On vient tous les deux du Parc Saint-Léger, donc on est quand même très proche de Thierry Chancogne. Enfin voilà, tout ça n'était pas très nouveau pour nous non plus. Donc voilà, on a aussi pas mal cadré les choses. Mais c'est assez exemplaire, en effet, d'une manière de commander dans un contexte qui est en effet tout à fait adapté à ce genre de choses. Mais si tant est qu'on veuille bien mettre en œuvre tout ça, parce que ça veut dire aussi du temps d'élaboration, de discussion pour aboutir à ce genre de choses. Ouais. Merci beaucoup. On reviendra probablement à cette chose-là. Peut-être Anna Chevance, te présenter rapidement et comment as-tu peut-être débuté ta carrière de designer graphique pour aller au devant de commanditaire? Voilà. Bonjour à tous. Alors voilà, je forme avec Mathias, aujourd'hui absent pour cause d'enfant, un duo qui s'appelle Atelier Tout va bien. On a été formés entre autres à Nevers, donc on connaît très bien Monsieur Thierry Chancogne, et à Rennes, on a fait notre cursus à peu près ensemble, pas tout à fait du début à la fin, mais peu importe, ce sont des détails. Et est arrivée la fin de nos études, nous étions déjà en couple, étudiants, et s'est posé très vite la question du travail en tant qu'indépendant. Donc déjà, la première chose qui était importante, c'est qu'on voulait pas de patron à part nous-mêmes. Donc on n'a pas cherché de travail ailleurs que par nos propres moyens, pour être nos propres patrons. Ça, c'était une première décision. Ça paraît, c'est un peu impulsif de dire ça, mais c'est déjà une décision énorme que de décider d'être indépendant. Quand on sort de l'école, qu'on n'a aucune référence, quand on n'a aucune expérience, sauf celle de l'école, c'est bien connu, l'école d'art, elle apprend à réfléchir, elle apprend à concevoir, elle apprend à se cultiver, mais elle apprend pas à travailler en soi. Donc nos commanditaires nous ont premièrement appris à travailler, beaucoup mieux que nos enseignants finalement. Et on a choisi, et je pense que c'est aussi comme ça qu'était orientée la question de Véronique, de s'installer en province. Qui plus est, dans une ville moyenne, à Dijon. Donc c'est une ville qui est à peu près à l'échelle d'Angers. On est pas 16 ou 17e ville de France, donc c'est pour les Parisiens, c'est à la campagne. Et donc on a choisi de s'installer dans cette ville. Alors Mathias avait des touches pour bosser à Berlin, mais je suis quelqu'un qui est je suis très speed. Donc les grandes villes pour moi ça me va pas du tout. Je deviendrais complètement folle. Donc je lui ai dit que moi tu me mets à Berlin ou à Paris au bout de 5 ans, je fais une syncope, c'est pas possible. Donc je l'ai orienté dans ma bourgade dijonnaise et je réponds enfin à la question de Véronique. Comment on a abordé la question du commanditaire? Eh bien, avec notre petite adresse email et nos petits doigts qui tapent sur un clavier, on a envoyé des emails à tout le monde.
sur la ville, évidemment, hein, pas sur le territoire national. On s'est dit, on s'installe à Dijon. On a fait ce choix-là aussi parce que on a été formé à Nevers et à Rennes. Et à Rennes, on aurait pu s'y installer. On aimait beaucoup la ville, mais il y avait déjà 3-4 ateliers qui occupaient le territoire de manière très présente sur Rennes. Et on n'avait pas envie, nous, d'arriver et de se prendre trop de claques, en fait. Donc on a aussi choisi de s'installer dans une ville où le paysage des designers graphiques nous offrait une place assez rapidement possible. Donc il y avait des studios, hein, évidemment, il y avait des agences de com, mais le design graphique tel que nous l'envisagions, on trouvait qu'il y avait ici un manque qu'on pourrait peut-être combler. Donc on s'y est installé. On a regardé les assos, les musées, les festivals, mais de cinéma, de théâtre, de danse, de musique, et on a envoyé des emails à tout le monde avec notre petit book d'étudiants, donc aucun projet réel. Et donc un certain nombre ne nous ont pas du tout répondu. Un plus petit nombre nous ont répondu qu'ils avaient bien reçu notre candidature, mais que ça les intéressait pas. Et un tout petit nombre nous ont dit ouais, super, on se rencontre. Et tout est parti de là. Donc je remercie Peggy Camus de l'Athénéum, le centre culturel de l'université, et Alexandre Classe qui est aujourd'hui programmateur de la SMAC dijonnaise, mais qui à l'origine avait une association qui s'appelait Octarine, qui faisait un super festival de musique électronique qui s'appelait Résonance, Feu Résonance. Et on a travaillé sur 2 projets pour commencer. Donc j'ai pas les images là parce que c'était vraiment les tout premiers et je sais pas si j'assume encore ces images. Mais il n'empêche qu'ils ont été là pour donner l'impulsion. Et en fait c'est des rencontres, enfin c'est des gens qui nous ont fait confiance, et là je parle à tous les commanditaires potentiels. C'est des gens qui nous ont fait confiance alors qu'on n'était rien ni personne, qu'on n'avait aucune expérience, qu'on n'avait que des projets fictifs dans notre book, mais ils se sont dit qu'ils aimaient bien notre énergie, et ils nous ont offert l'énorme cadeau, voilà, de faire ces commandes. Et juste, je clôt sur cette histoire de choix de ville, de province, qui plus est de taille moyenne. En fait, si on avait débarqué à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, une autre plus grande ville, des villes où on tape dans un arbre, il y a 150 graphistes qui tombent. En fait, je pense qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de dessiner si jeune des identités pour des festivals aussi cool qu'un festival de musique électronique ou d'un festival de danse expérimentale avec l'université de Bourgogne, ça s'appelait le Festival Action. Donc en fait, ça nous a donné la possibilité de tout de suite réfléchir à des projets qui nous intéressaient, et ça nous a permis, je touche du singe, mais de jamais faire de projets alimentaires. Nous n'avons jamais exercé notre métier juste pour gagner de l'argent, et ça, je pense que c'est en grande partie dû au fait de s'être installé dans une ville de taille moyenne où potentiellement on avait besoin de nous pour des projets hyper cool. Voilà. Juste pour prolonger un petit peu ça, Anna, ça veut dire que vous êtes situé à Dijon. La plupart de vos commanditaires sont pas très loin de vous, ou est-ce que ensuite votre travail prenant un petit peu d'ampleur, vous travaillez maintenant avec des commanditaires bien au-delà de la ville de Dijon? Alors au départ c'était très local parce qu'on a recherché très localement, et notre premier commanditaire hors de Dijon se trouve à côté de moi, Véronique Marié, avec Graphisme en France en 2014. Et je crois que ça a été le premier projet qui nous a vraiment remué. Donc voilà, Graphisme en France 2014, dans le sens 2013. C'était 2013, pardon, autant pour moi. En fait, c'est un projet qui a été très très important pour nous, pas seulement parce que c'était le premier en dehors du Dijon, mais c'était le premier avec un rayonnement. On était visible d'un seul coup, parce on est invisible quand on commence ou quand on fait des projets très très confidentiels ou très très locaux. Et c'est le premier projet qui nous rendait visibles. C'était le premier projet aussi avec des enjeux institutionnels.
presque patrimoniaux, j'ai envie de dire, avec donc où il y a eu voilà, enfin, on a fait des erreurs évidemment. Je vais sortir la plus grosse parce que on a décidé de on avait un papier qui était un papier surfacé une face, un Splendor Luxe de chez Ferrigoni, avec une face brillante qui était destinée aux images et une face offset qui était destinée au texte. Et puis un soir, par une merveilleuse idée, on se dit ah super, si on cassait les codes et qu'on faisait l'inverse. Sauf qu'on n'en a pas parlé à notre commanditaire et on a demandé à l'imprimeur de le faire sans l'accord de Véronique. Donc là, on s'est senti tout bête, tout petit. Bon. Ça, c'était pas très grave. Non, techniquement ce que ça a produit ensuite. Oui, voilà. Bah, il y a eu des. Mais quand on est jeune studio, mais c'est aussi ça, Graphisme en France, c'est donner une chance. Non, mais c'est donner une chance à des jeunes studios. C'est des opportunités. Vous prenez des risques et merci pour ça et c'est super bien. Et mais voilà, on peut aussi parler des cailloux dans la chaussure que l'on traîne après. Merci beaucoup Anna pour cette présentation. On va passer à une autre graphiste également installée en région. Pardon, je dis ça en plaisantant bien sûr. Donc Ariane, tu es installée à Toulouse, également dans un collectif, dans un groupe, Use et Bossa. Et donc voilà, quelle est ta relation à la commande et aux commanditaires? Est-ce que tu as des commanditaires de très long compagnonnage? Voilà, pour commencer. Merci beaucoup. Je te remercie. Est-ce que tu me passerais sur une première image? Merci. Oui, j'ai des commanditaires de très long compagnonnage et j'en suis hyper heureuse, évidemment. En fait, c'est bien, Véronique me surprend. Non, mais c'est bien, c'est parce que je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est ça que tu voulais lancer comme conversation. En fait, je travaille donc au sein d'un duo. J'ai rejoint Olivier Use en 2009 à Lyon après des études en typographie à la Cambre. Et donc notre champ, on va dire principal d'action est l'édition et le milieu de l'art contemporain. On avait une relation toute privilégiée avec la salle de bain à Lyon où nous étions établis, qui a donné de nombreuses... Tu n'es pas obligé de bouger, ne bouge pas, Véronique, c'est très bien. Qui a donné qui a été en tous les cas un lieu de collaboration privilégié avec des artistes. Et je dirais que si il y a nos premiers commanditaires suivis, dont nos premières relations puissantes sont avec des artistes, où on a, disons, supporté leur travail, mis en valeur leur travail à des moments souvent charnières de leur pratique, parce que faire une monographie, c'est toujours un moment exceptionnel, parce qu'il faut réunir justement beaucoup d'argent pour cela. Et donc souvent, ça permet de faire le point. Donc là, c'est vrai que je vois, j'ai un dos là de livres qui est dans cette bibliothèque. C'est peut-être pas forcément le plus lisible, mais c'était pour Pierre Vadi. Et où Pierre Vadi, il est arrivé avec donc c'est un artiste suisse, sculpteur, et il est arrivé avec des vues d'exposition, mais aussi le projet de reprendre en photo toutes ces sculptures en studio avec Annick Vetter. Donc on avait par exemple là un matériel iconographique rare, dans le sens où on n'avait pas que des vues qui étaient des témoignages d'exposition, mais aussi tout d'un coup il y avait un projet iconographique quelque part pour l'ouvrage. Et donc c'est des constructions qui sont... Donc c'était pour dire qu'en fait dans tout le premier temps il y a comme des portraits des œuvres, et puis après le livre s'appelle Hôtel, et puis après les œuvres sont dans des hôtels que sont les expositions temporaires, et lui qui peut avoir un travail entre guillemets psychologisant, tout d'un coup notre approche elle a été en fait de faire quelque chose d'extrêmement formel, et donc les pièces commencent, elles sont diaphanes, et puis elles se densifient dans leur
couleurs, elles deviennent de plus en plus sombres. Et puis le livre, voilà, se termine vraiment sur des pages noires. Donc il y a des fois, on va dire, je dirais chaque projet, donc chaque relation avec des artistes a permis, on va dire, d'être vraiment en relation très intime, je dirais, avec un propos. Peut-être d'ailleurs que ça vient marquer le travail qu'aujourd'hui, je dirais, qu'on a avec des éditeurs, éditrices. Peut-être qui nous rend sensibles tout particulièrement, on va dire, à l'expression de leurs projets, de leurs désirs, plus ou moins formulables, je dirais noir sur blanc, dans le sens où, alors je fais quelques digressions, je peux, ouais. Où par exemple, c'est vrai que récemment, on a eu un désir exprimé, c'était faire un livre dada. Faire un livre dada, quand on est graphiste, c'est pas forcément facile comme commande. Dans le sens où on se dit, oh là là, ça c'est quand même vraiment le traquenard, je peux pas faire dadaïste. Surtout quand on expose des œuvres qui, justement, on va dire les œuvres importantes, dont nombre d'œuvres importantes exposées étaient des œuvres dadaïstes. Et donc c'était, tiens, comment justement cette chose qui m'est dite, j'ose en faire quelque chose. Voilà. Donc je vais peut-être avancer carrément dans les images parce que, ah oui, je te remercie. Dans le sens où, en fait, c'était un livre qui était multilingue. Et l'hypothèse qu'on a posée quasiment tout de suite, donc je vais avancer parce que ça n'a rien à voir donc avec ce que je vous ai... Chic. Je reviendrai après là-dessus. C'est pas le PDF où il y a tout. Donc il faudrait plutôt ouvrir le PDF où il y a tout. On a émis l'hypothèse qu'en fait les différentes langues du catalogue soient donc composées dans des sens différents. Tout. C'est ça. Je te laisse. Merci. Fort de cette, on va dire, que tout d'un coup cette hypothèse de travail soit soutenue. On a développé donc cette maquette. Le livre, c'est AAA, donc c'est un livre sur l'humour dans l'art, curaté par Nicolas Luigi-Goutnikov pour ING à Bruxelles, édité par Skira. Et où on va dire, on prend le fait que comme Bruxelles est une ville bilingue, il y avait un désir que les deux langues, donc le néerlandais et le français, soient composés avec la même place, la même qualité, disons, que le lecteur justement ait accès aux œuvres d'art, je dirais, de la même façon. Et donc on a composé le livre, je crois que je n'ai mis que 2 doubles, mais donc dans un sens et dans l'autre. Dans un sens francophone, donc de haut en, on va dire, disons normalement, et de l'autre où en fait on renverse le livre et donc les illustrations aussi potentiellement se renversent pour on va dire soit être les plus grandes possibles, soit en tous les cas voilà dans cette idée d'animation de l'ouvrage. Je crois que c'est tout, je n'avais mis que ça. Et puis on va dire justement, je vais remonter pour parler d'une collaboration que j'ai eue dans ces murs avec Chloé à ma droite, Mika, etc. J'avais envie donc pour vous parler, donc pour vous partager cette j'ai complètement dérivé sur le truc des commanditaires, mais on va dire c'était juste que quand tu parlais de processus, je me disais tiens c'est vraiment dans cette réception, on va dire, d'un désir, et puis tout d'un coup de tiens comment le livre se passe. Et donc c'est vrai que donc Petit papier des avant-gardes, la collection Paul Desribats, est désiré suite à l'acquisition, dont la dation d'un fonds d'éphéméra exceptionnel à la bibliothèque Kandinsky par les héritiers. Et là, le désir exprimé, c'est ce serait vraiment génial si tous les documents étaient échelle1. Dans le sens où, comme on est avec des petites choses, eh bien, il y avait cette chose qui devenait possible, tangible dans le livre. Donc, c'est en premier lieu un projet iconographique
qui vient, on va dire, se mettre dans un contexte. Je préfère d'ailleurs parler de contexte que de contrainte, où cet ouvrage est un second, c'est-à-dire il y a déjà eu l'acquisition d'un très important fonds périodique par la bibliothèque Kandinsky, du même Paul Destribats, et en fait le livre produit à cette occasion était format A4. Donc l'idée, donc on va dire le souhait, c'était aussi d'hériter de ce format, le A4. Seulement, on va dire là, il y a comme une espèce on va dire de contradiction entre les contenus et ce désir, c'est que le format A4, le format DIN, en fait, il devient très dominant à partir des années 60-70 quand les polycopieurs, on va dire, existent. Mais précédemment, c'est-à-dire à cette époque des avant-gardes, en fait, le A4, ça veut strictement rien dire. On est avec des 24-32, on est avec, donc c'est-à-dire que même tout d'un coup, je me rends compte aussi que les petits formats, en fait, peuvent quand même peuvent faire 24-32. Donc, on va dire, on peut dépasser du cadre, on peut. Et là, une hypothèse, c'est qu'on puisse reproduire les documents deux fois, c'est-à-dire échelle 1, et puis qu'on le reproduise ensuite en plus petit. Là, par exemple, donc je sais pas si vous avez vu, c'est Arsenal, qui en fait a une grande feuille de journal. Donc, en fait, on a initialement qu'un coin qui apparaît, et puis ensuite l'objet est donc réduit pour être vu en entier. Donc il y a des petites mentions pour préciser si c'est de l'échelle 1 ou si c'est réduit. Et je crois que j'en ai peut-être mis un autre. Voilà, on a aussi donc tout d'un coup ce genre de double page où on a aussi la typographie, l'objet, on va dire échelle 1 quoi. Donc on voit ses détails, sa qualité, et c'était quand même très donc voilà, donc j'étais quand même avec un matériel vraiment exceptionnel en termes de documents graphiques. Et étant graphiste, et c'est toujours la même question, c'est comment est-ce qu'on se positionne aussi par rapport à des œuvres de ce type. Et c'est vrai que là, il y a eu une idée un peu méta, disons, de se composer donc de composer en fait les différents types de textes dans nos formats DIN en fonction de leur typologie. C'est-à-dire que les essais sont composés sur des formats A4, les focus se composent dans des formats A5, et les notices se composent dans des formats A6. Donc on vient comme ça, avec notre histoire de nos éphéméras, de notre époque à nous, tout d'un coup, à la rencontre de ceux-ci du début 20e jusqu'aux années 70-80 pour les plus récents. Et autre point, on va dire, j'ai pris le parti d'avoir des positionnements typographiques très en retrait, c'est-à-dire on compose en gris sur blanc principalement, dans l'idée en fait de laisser le contraste maximum blanc sur noir au document. On a ce grand banc de reproduction qui est sur fond gris, qui est plutôt d'ailleurs celui donc qui est un fond on va dire classique d'archives pour prendre en photo les documents. Et puis voilà on vient s'arrêter comme ça sur ces documents. Et donc ça a posé la question de la couverture. Parce que quand on a un document, donc quand on a un endroit où c'est très discret, c'est un moment, tiens, malgré tout, comment est-ce qu'on va faire image pour cette couverture, comment est-ce qu'on la compose, et ici, je sais pas si vous voyez quelque chose parce que ça a l'air d'être très très peu contrasté, et puis on est dans une salle pas noire, donc je vais peut-être revenir sur ça, c'est peut-être mieux. Vous voyez quand même quelque chose ou pas des masses du tout. En tous les cas, donc on a décidé, on a pris appui justement sur tous les documents que nous avions en notre possession pour faire une extraction de lettres, pour composer donc les petits papiers de Paul Destribats. Et là, en fait, on a fait une opération, c'est que les premières lettres sont dans des documents les plus anciens, jusqu'aux dernières qui sont les documents les plus récents. Donc on a comme un espèce de condensé, disons, d'une histoire typographique
dans les petits papiers, dans le titre. Et la quatrième, c'est donc des signatures de plein de gens qui ont composé ces documents ou qui ont été artisans de ça. Bon, voilà, Pour revenir à la commande, Ariane, donc, ouais. Combien de temps a duré cette Collaboration. Ouais, pour faire ce livre, c'était quoi la durée de... Ben, il me semble 2 ans. 2 ans. Il me semble, mais je sais plus Et exactement. donc, comment est-ce que tu as été approché pour faire ce travail? Comment ça s'est passé? Ah bien alors là justement, donc c'est peut-être là qu'on revient sur les collaborations au long cours. Je te remercie. C'est que Nicolas Luigi-Goutnikov est chef de service de la bibliothèque Kandinsky, donc directeur de la bibliothèque Kandinsky, et que on a déjà eu plusieurs belles collaborations qui font que je pense qu'il y avait du désir de collaborer à nouveau ensemble. Et puis après, l'autre point, je pense qu'il joue aussi, c'est que durant cette période, j'étais en marché avec le Centre Pompidou pour les éditions d'art contemporain. Mais donc ça, c'est un livre, c'est plutôt un livre hors marché, disons, si là on est tout à fait dans les clous, dans le sens où en fait, c'est pas de l'art contemporain, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y avait dont j'étais à la fois donc connue de l'équipe éditoriale du centre et avec une relation agréable, avec de travail constructif, disons, c'est plus qu'agréable, c'est constructif et dynamique. C'est que justement, quand je disais tiens, il y a des hypothèses qui sont lancées, c'est vraiment d'oser justement dessiner même pendant la réunion, quoi. Voilà. Donc, ça nous amène à parler de Chloé Demey, qui est donc au service des éditions du Centre Pompidou, mais qui était auparavant au service des éditions du Musée des Arts Décoratifs. Donc Chloé, peut-être, après nous avoir peut-être parlé de ta manière de commander et d'être un commanditaire au Musée des Arts Décoratifs, comment est-ce que ça se passe désormais ici au Centre Pompidou et quelles sont potentiellement les différences de commande par rapport à ces deux institutions importantes? Effectivement, j'ai passé 20 ans au Musée des Arts Décoratifs. Là, je suis depuis un peu plus d'1 an au Centre Pompidou à la direction des éditions. J'ai pu éprouver de façon très différente, en fait, de travailler avec les graphistes, pas très différente une fois que la commande est passée. Et je pense que ce serait intéressant aussi qu'on puisse y revenir là, si on a le temps tout à l'heure. Mais en revanche, de passer commande, oui, de manière très très différente. Le Musée des Arts Décoratifs, c'est une association loi de 1901. C'est un peu un ovni dans le paysage culturel en France. Donc, c'est une association loi de 1901 qui conserve des collections publiques, mais donc qui est de statut privé. Avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on a beaucoup plus de souplesse pour énormément de choses, budgétaires, d'agilité globalement, et dans la relation aux fournisseurs, donc dans une position de commande également. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et qu'il faut en permanence en chercher, en gros, si je résume. Et en revanche, du coup, ce qui avait été mis en place petit à petit au Musée des Arts Décoratifs était assez intéressant, à la fois pour nous et pour les graphistes, c'est-à-dire que on leur commandait, dans le cadre d'une exposition, finalement, l'identité visuelle de l'exposition dans son entièreté, c'est-à-dire à la fois le catalogue de l'exposition, la signalétique, tous les supports de communication, qu'ils soient papier, ensuite numérique, des teasers sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait, il y avait 3 entités impliquées, les éditions, les expositions et la communication. Et on commandait vraiment aux graphistes, là, c'est encore comme ça la plupart du temps, on va dire que ça se passe. On commandait aux graphistes la totalité. Eux, ça leur permettait de développer une recherche typo qui puisse s'adapter sur tous les supports, avec des contraintes, vous connaissez bien ça, de lisibilité différents, de vraiment s'adapter à un sujet. Voilà. Alors il y avait dans tout ça,
on avait finalement une très grande liberté de choix des graphistes. La décision était collégiale avec les 3 entités dont je vous ai parlé, avec aussi donc le poids du commissaire, bien sûr, qui parfois connaît les graphistes et a envie de travailler avec machin ou truc, et parfois dit bon non, moi j'y connais rien, je vous fais confiance. L'avantage des éditions, c'est que on était souvent les premiers à tirer. Là, on rejoint la question du temps soulevée par Véronique. Parce que les éditions, finalement, c'est assez en amont, beaucoup plus que la communication, et quand même plus que l'exposition aussi, même si l'exposition, évidemment, est le présupposé, on va dire, d'un catalogue d'expo, par exemple. Mais la phase de conception graphique vient plutôt pour le livre que pour l'exposition en général. Et donc souvent c'était nous aux éditions qui disions ben tiens si on confiait ce livre à tel graphiste, soit alors les critères c'était quoi? C'était il a du talent, il ou elle hein, bien sûr, du talent, souple, à l'écoute, c'est-à-dire comprenant quel est le projet, quel est le sujet de l'exposition ou du catalogue, et ayant envie de se mettre au service du sujet et non pas de tirer le sujet pour se mettre au service de soi, graphiste. Donc des gens qui apportent quelque chose sur le plan créatif, sur le plan graphique, mais qui restent au service d'un propos. Il est bon techniquement, c'est-à-dire que on va pas avoir des galères de préparation de fichiers. C'est quelqu'un qui, alors le musée des arts décoratifs c'était tout petit, hein, les éditions c'était, quand je suis arrivée c'était une personne, c'est-à-dire moi, dont je faisais à la fois l'éditorial, la fabrication, le juridique, le commercial, tout. Petit à petit, ça s'est un peu étoffé, mais on était à la fin, on va dire 2-3. Et donc, notamment en termes de fabrication, moi, j'avais vraiment besoin de me reposer sur des graphistes costauds. On faisait ensemble les corrections de photogravure, on allait souvent ensemble au calage, et j'avais besoin de m'appuyer sur des graphistes avec un vrai savoir-faire pour discuter des papiers, etc. Ils m'ont beaucoup appris et je leur dois beaucoup. Mais voilà, donc c'était aussi le critère d'une certaine solidité en termes techniques. Et puis quelqu'un de sympathique, a priori. Alors ça, on le sait pas à l'avance, mais ça, voilà, on parle beaucoup. C'est un milieu qui où beaucoup de choses s'échangent. Et puis j'ai pris assez vite l'habitude de regarder les livres par la fin, par l'ours, et regarder qui fait quoi, de flâner dans les librairies. Beaucoup discuté également avec Michel Vlassikov, avec qui on avait publié l'histoire du graphisme en France en 2004, je crois. Puis on a une nouvelle édition mise à jour en 2019, ouais, 20, par là. Donc c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai appris à regarder des travaux graphiques. Et puis le musée des Arts Déco est un lieu où sont conservées des collections de design graphique. Il y a un département design graphique et publicité dirigé par maintenant Amélie Gastaud, qui est à l'affût d'acquisition pour rentrer dans des collections. C'est des collections nationales, donc une fois que ça rentre dans des collections, c'est inaliénable, c'est conservé, c'est documenté, c'est numérisé, c'est valorisé. Enfin, voilà, ça a un statut, et puis le but est aussi de les exposer. Donc avec Amélie aussi, j'ai beaucoup échangé, et ça, voilà, c'était une commande avec des commanditaires pluriels qui échangeaient beaucoup entre eux et qui aboutissaient ensuite à un choix finalement intuitu personné, parce que on choisissait un graphiste, on lui demandait de faire un principe de maquette pour le livre. Il y a toujours des échanges à ce moment-là, des petits ajustements, mais je crois qu'il ne nous est jamais arrivé de refuser un projet ou de dire bah non, tu refais complètement ton truc, ou bien désolé, c'est à côté de la plaque, on va demander ça à quelqu'un d'autre. Donc ça fonctionnait assez bien.
Alors ici au Centre Pompidou, ce fonctionnement est très différent. On est dans le cadre de la commande publique, donc c'est un établissement public. Et dans ce cas-là, au-delà d'une prestation de 40 000 euros par an, on doit rentrer dans le cadre de la commande publique. Donc la commande publique, c'est un certain nombre de contraintes, et puis c'est des contraintes qui sont pas là par hasard. Et puis tout ça a une histoire. Jusqu'en 2016, il n'y avait pas de marché public pour le graphisme au Centre Pompidou. Je me suis fait expliquer comment ça se passait avant. Donc c'était plutôt apparemment le ou la commissaire d'une exposition qui disait je choisis ces 3 graphistes et puis on va les faire travailler tous les 3. Et puis il faisait un projet. Il n'était pas rémunéré pour ce principe. Donc projet, couverture, page intérieure, n'était pas rémunéré, et puis à la fin il y en avait un qui était choisi et on le faisait travailler. Donc c'est comme ça que ça se passait jusqu'en 2016 à peu près. Et donc en fait la mise en place des premiers marchés publics, donc c'est des marchés qui durent 4 ans. 2016, il y en a eu un autre en 2020, et là on est en train en ce moment même de renouveler en 2024 le marché. Juste là, il y avait une sorte d'arbitraire, et d'après ce que j'ai compris, il y avait une certaine demande de clarification de la part des graphistes eux-mêmes, de comprendre sur quels critères finalement était choisi tel graphiste. Est-ce que c'est du copinage? Est-ce que c'est juste parce qu'on s'est rencontrés? Est-ce qu'il faut réseauter? Enfin, comment on fait pour finalement travailler pour le Centre Pompidou, quoi? Et donc finalement, une demande d'objectivité dans la commande à laquelle la mise en place de marchés publics pouvait répondre. C'était une façon de répondre, en tout cas, sûrement pas parfaite, mais avec quand même un certain nombre d'avantages. Et puis du côté de la direction juridique et financière, la DJF, voyant que la DJF considère que finalement une prestation graphique, c'est aussi un achat. Finalement, un achat comme on achète des consommables, de l'électricité, une assurance, des travaux, du papier toilette, voilà, c'est un achat. Alors, il y a toujours cette tension entre un achat et puis, mais c'est un achat mais de nature artistique. Donc il y a une vraie tension entre les deux qui innerve un petit peu tout ce cadre de la commande, du début à la fin en fait. Finalement, cette tension, les graphistes sont pas les seuls, parce que on peut dire que les architectes, c'est la même chose, et les architectes sont dans le cadre des marchés publics depuis bien plus longtemps que les graphistes. Les scénographes, c'est également une prestation de nature artistique, et là aussi, ce cadre du marché public vaut pour eux au Centre Pompidou depuis bien plus longtemps. Donc finalement, le fait, la mise en place des marchés publics répondait à une sorte de besoin d'objectivité des deux côtés. La vertu de la commande publique et la vertu de l'objectivité du choix des critères pour les graphistes. Alors du coup, ces critères, il a fallu les énoncer, les mettre à plat. C'est là que les difficultés arrivent. Le modèle de marché mis en place au Centre Pompidou, il s'inspire de celui mis en place à Paris Musée, qui a également un système de marché. Il en est très proche. Et juste pour faire le tour des institutions publiques parisiennes, en tout cas, qui pratiquent ça également, je crois que le Centre des Monuments Nationaux, c'est en cours. Enfin, en tout cas, la réflexion est proche d'aboutir de ce côté-là. Du coup, il y a un certain nombre de critères qui sont objectivés sous forme d'une commande, enfin de tas de documents administratifs avec une invention en termes de vocabulaire absolument sidérante. Enfin, moi, j'ai découvert ça en arrivant. J'ai dû me faire expliquer énormément, la logique, et deux, les termes même, dont je pense que les graphistes, quand ils reçoivent
les documents en question doivent mettre pas mal de temps à les décrypter s'ils ont le courage de les lire. Je ne sais pas s'ils ont le courage de le faire. En tout cas, c'est assez fascinant la capacité de l'administration française à produire un vocabulaire qu'elle est à peu près la seule à comprendre, mais avec des mots magnifiques. Et donc, voilà, ça produit beaucoup de paperasserie, d'obstacles administratifs. Malheureusement, je crains que ça décourage certains. Mais en tout cas, pour ceux qui ont le courage de s'y affronter, de s'y confronter, ensuite, il y a une certaine... Finalement, il faut remplir des papiers, en gros, et puis ensuite, le marché se déroule en 2 temps. Il y a une première phase qui est une phase qu'on appelle la phase de commande, qui considère à montrer un book, en gros, expliquer qui on est et ce qu'on a fait, et puis remplir des critères techniques. Il y a combien on est dans le studio, depuis quand on travaille, quel est son chiffre d'affaires annuel, quel est le matériel avec lequel on travaille, voilà, ce genre de choses. Ce sont des critères quantitatifs, on va dire. Et puis l'aspect qualitatif, lui, il est plutôt dans le book. On fonctionne par lot. Donc, on a mis en place jusqu'à ce marché-ci, il y avait 3 lots. Un lot art moderne, un lot art contemporain et un lot avec design, photographie et architecture. Ça, c'est la nature des projets de livres. Et les graphistes étaient invités à candidater pour tel ou tel lot, 1 ou 2 lots au sein des 3. Là, on a simplifié maintenant avec le marché qu'on est en train de lancer. On a réduit à 2 lots, un lot art moderne et un lot art contemporain. Et on ne peut être retenu que dans un seul lot. Dans le précédent marché, il y avait 13 graphistes retenus au total, 6 pour l'art moderne, 15 au total, 6 pour l'art moderne et 6 pour l'art contemporain et 3 pour design, photographie et architecture, parce qu'il y avait un peu moins de projets dans ce domaine-là. Du coup, pour que ça tourne à peu près, l'idée c'est qu'à la fin, un marché ça dure 4 ans. L'idée c'est qu'à la fin, chaque graphiste ait à peu près le même nombre de livres réalisés. Et ça se passe par ordre alphabétique. Donc en fait, si on est retenu dans un lot, s'il y a 6 graphistes dans un lot, et ben si votre nom de famille ou votre nom de studio commence par un A, un B ou un C, vous allez commencer être dans les premiers à qui on va confier un livre. Et puis si vous vous appelez Zigoto, vous serez dans le dernier, mais vous en faites pas puisque ça à Z on recommence. Bref, voilà. Et à la fin, tout le monde a le même nombre de livres réalisés. Donc pardon, j'ai digressé. Les critères, donc cette première phase, c'est ces critères-là. Et ensuite, une première sélection est faite dans cette première phase, à l'issue de laquelle il y a une sélection de graphistes donc plus restreinte qui est faite. Et la deuxième phase, on fait faire un cas pratique. Et le cas pratique, ça consiste à donner un sujet. Donc, on donne, là par exemple, le marché en cours, on a donné Sonia Delaunay, par exemple, pour l'art moderne. On a donné des images, on a donné du faux texte, on a donné un titre. Et à partir de ça, il faut faire une couverture, il faut faire une double page intérieure de type essai illustré, une double page intérieure de type notice d'œuvre, et puis on a mis aussi une double page de liste des œuvres exposées, parce qu'en fait on trouve ça très intéressant de voir comment les graphistes composent juste une liste de textes. Ça fait partie des choses qui nous intéressaient de regarder. Et tout ça se regarde de façon collégiale. On a formé une petite équipe dans laquelle il y a à la fois des chargés d'édition et des fabricants. Et puis il y a également moi-même et le directeur des éditions. Et on discute ensemble. Et à partir de ça, on donne
des notes, il y a un système compliqué de pondération. Et après, à partir de là, il y a un classement qui est fait et on retient. Cette année, là, on va retenir donc 6 pour l'art moderne et 6 pour l'art contemporain. Le marché va commencer en janvier 2025 et va durer 4 ans. Voilà le système au Centre Pompidou. J'ai essayé d'être pédagogique, je ne sais pas si j'ai... Super, merci beaucoup Chloé pour cette description très précise du cadre d'une commande très spécifique en effet, mais qui tend quand même à considérer que c'est une manière équitable de considérer en effet tous les graphistes et donc tous les graphistes. Est-ce que rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on vienne avec Céline sur l'identité du FRAC juste après, mais combien de graphistes ont répondu? C'est un appel qui était très ouvert pour Oui. Alors là, cette fois-ci, il y a, je crois, à peu près une 50aine de graphistes qui ont répondu. On en a retenu 24 à l'issue de la première phase, et donc on en retiendra 12 au final qui vont nous accompagner pendant 4 ans. Et pour vous donner une idée, pendant les 4 ans, chaque graphiste va se voir confier à peu près 3 livres. Donc c'est essentiellement des catalogues d'exposition. Normalement, le marché est vraiment fait pour les catalogues d'exposition. Ensuite, on fait aussi d'autres types de livres. Et il y a une certaine logique à ce qu'on fasse appel aux mêmes graphistes qui sont dans le marché. Pour ces autres types de livres, on a des collections spécifiques ou bien des livres qui ne sont pas des catalogues d'exposition. Il y a une exception qui est intéressante dont on peut parler. C'est quand on travaille avec un artiste. Là, il y a une exception possible dans le code de la commande publique. C'est-à-dire que si un artiste, un contemporain, qui est l'objet du livre, demande à travailler avec un graphiste spécifiquement, c'est une exception à la règle de la commande publique. Donc là, l'artiste a dit, a le droit de dire, moi je veux travailler avec X ou Y, et on le fait. Le rôle du Centre Pompidou était aussi d'accompagner les artistes. Il a d'ailleurs aussi le choix, s'il veut désigner un imprimeur, à condition que ce soit abordable financièrement, l'artiste peut aussi demander à travailler avec un imprimeur. Ok, super. Merci beaucoup, Chloé. Donc, pour revenir à Céline, donc on a vu donc un petit peu rapidement, mais néanmoins compris le contexte de la commande au CAC Bretigny. Et alors maintenant, c'est une nouvelle aventure qui a commencé depuis 1 an. Donc, comment se passe cette arrivée au FRAC Île-de-France et comment ça se passe dans la relation avec les graphistes et au design graphique et à l'identité de ce lieu avec un nouveau projet qui arrive Alors, donc le contexte est assez différent en termes institutionnels. Pour moi, ce qui reste, on va dire la même idée, c'est-à-dire que les supports de communication sont des espaces de création et sont des espaces d'expression de l'œuvre graphique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais qui vaut pour les 2 projets, c'est-à-dire que la graphiste n'est pas au service de l'artiste dans la façon dont je travaille et dont je mets en place les choses, mais la graphiste est auteur à part entière. Et du coup, le travail de l'artiste va être une source d'inspiration potentielle pour la création. Alors, dans le cas de Charles et Colline, on a bien vu comment le travail de Nouria Gouel avait permis à Charles et Colline de sortir de leur recherche ce travail qui les concernait. Ça va être plus ou moins lié en fonction de chaque projet artistique. Et donc, là, pour le FRAC, en fait... j'ai choisi de travailler avec Félicité Landrivion. Alors, c'est pas du copinage, du coup, parce que je la connaissais pas. Et Charles et Colline, je les connaissais un peu, mais c'était pas des amis non plus. C'est vraiment la même manière dont je vais choisir d'inviter une ou un artiste dans une exposition, je vais choisir de travailler avec une graphiste, donc c'est de la prospection, etc. Là, pour le FRAC, j'avais quand même une idée assez précise en tête de ce que je voulais en termes de... Enfin, déjà, j'ai vu l'expo de Roxane Maillet et Félicité Landrivion à la MABA.
Donc je connaissais pas le travail de Félicité, je l'ai découvert à l'occasion de cette exposition. Donc c'est la même démarche que de la découverte d'un travail artistique. Et donc j'étais très très touchée par son travail. Et donc là j'avais donc association 1901, je pouvais travailler autrement, donc j'avais la possibilité de rémunérer des personnes pour réaliser un projet. Donc j'ai choisi Félicité un autre groupe de graphistes. Je les invitais à nous faire une proposition avec quand même un cahier des charges assez complet sur les attentes. On va retrouver quand même dans les choses qui m'intéressent la question de la collecte de signes, c'est-à-dire Félicité comme Charles et Colline travaillent beaucoup, oui, à partir de signes et d'images trouvées dans d'autres supports, et Félicité travaille beaucoup par rapport à des signes qui sont dans des supports, sur des pochettes de disques, des affiches de cinéma. Des choses assez anciennes par moment, et en fait par rapport au projet du FRAC, ça m'intéressait beaucoup d'avoir la composition d'un langage qui soit populaire, enfin c'est-à-dire qui au sens noble du terme, parce que je travaille beaucoup aussi à partir de l'éducation populaire, et avec les méthodologies de l'éducation populaire plutôt, et pour Félicité, c'est aussi très important de proposer un langage qui soit alors ça c'était sa première proposition pour le FRAC, je sais pas si vous voyez grand chose, et aussi j'ai un amour assez fort pour la typographie. Et aussi voilà, Charles et Colline, vous savez, Charles est typographe, et voilà, Félicité, c'est aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et Félicité se désigne comme graphiste auteur, donc il y a eu donc cette première invitation à produire donc pas une identité complète, mais plutôt des pistes de réflexion à discuter. Et ensuite, on a décidé de travailler ensemble. Donc là, c'est très différent puisque c'est pas une résidence, et donc c'est un système plus classique, je pense, des structures culturelles. Et donc, il y a un budget annuel avec des honoraires, et il n'y a pas de budget de recherche comme pour Charles et Colline. Et c'est aussi différent puisque c'est au CAC Bretigny, il n'y a pas de service communication. Il y a donc une personne à 75%, 70% qui travaille sur la com, et au FRAC, c'est 2 postes et demi. Donc c'est pas la même chose. Donc je suis aussi plus éloignée de la relation aussi avec Félicité que j'ai pu être avec Charles et Colline. Et il y a aussi tout le travail de signalétique qu'on faisait aussi au CAC, qui est quelque chose pour moi assez important. Un élément aussi important, c'est qu'on a gardé le logo. On n'a pas changé le logo. Donc là, il y a l'histoire des strates, donc on récupère toujours voilà. Les éléments. Alors, ça faisait extrêmement peur aux tutelles de changer le logo. Et alors, je leur dis, c'est pas grave, on n'est pas obligé de changer le logo. En fait, quand je leur ai dit, on va changer l'identité graphique, en fait, pour eux, c'était, on va changer le logo. Et je leur ai dit, non. En fait, on peut garder ce logo et avoir une nouvelle identité, c'est autre chose. Donc on a toujours ce logo, donc on a discuté avec les graphistes qui avaient conçu le logo, qui sont du coup rémunérés, qui ont un fees annuel, puisqu'il faut bien les rémunérer pour l'emprunt de ces droits d'auteur et ces droits d'utilisation. Et puis on leur a demandé évidemment leur utilisation. Voilà, c'est ça. Ouais. Et voilà. Il y a des éditions aussi, des publications. Alors moi, qui sont inclus dans le... donc en fait, on fait des journaux. C'est vrai que Félicité, c'est aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup, le fanzine. Donc, alors je reviens. Et donc on fait des journaux d'expo qui sont sous forme de fanzine et qui aussi continuent à jouer avec son rapport à l'image et à la modification des images.
Donc là, on va retrouver la typo qui est la même que pour le carton. On retrouve aussi les images de Daillé. Et ensuite, dans le corps du texte, donc il va y avoir différents jeux typographiques et ensuite du travail d'image et de retravail, de modification des images, de jeux sur les noirs et blancs, sur l'extraction d'éléments, en fait aussi du travail de Daillé. C'est encore plus présent sur sur le journal d'expo de alors ça marche pas. Je sais d'Aiglé, où on voit bien comment elle fonctionne. Et donc là, c'est vraiment du papier journal. C'est distribué gratuitement, imprimé. Ouais. C'est combien d'exemplaires? 5 000, je crois. Et donc, ça permet aussi de décliner la création graphique qu'elle fait pour chaque projet. Sachant qu'aussi, ce qu'on lui avait... Donc là, on n'a pas fini parce qu'il y a aussi tout l'aspect numérique qu'on n'a pas encore mis en œuvre au FRAC. Donc, elle doit travailler sur la refonte du site internet et aussi... une grande partie de la réflexion, ça a été sur le fait qu'il y a 3 sites au FRAC. Et donc, comment on identifie graphiquement le plateau, les réserves et le hors-les-murs de manière assez simple. Donc là aussi, ça a été un choix graphique et un jeu typographique, en fait. Merci beaucoup, Céline. Peut-être dernière petite chose, on revient avec Anna sur un projet qui n'a pas été retenu, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tu veux bien? Oui. Ok, merci. Alors, parle-nous de ce projet. Peut-être un petit peu vite pour qu'on puisse échanger et donner la parole ensuite, mais encore un autre type dans le cadre d'une commande, c'est qu'on nous demande parfois de faire des choses, de faire tout un projet, dédommager évidemment, à l'inverse de ce que disait Chloé tout à l'heure, c'est extrêmement important évidemment de dédommager, on ne dit pas rémunérer dans ce cas-là, on parle plutôt de dédommagement, mais néanmoins on paye le temps nécessaire à ces propositions. Donc, c'est vrai que comment parler de la commande sans parler des projets, et comment parler des projets sans parler de ceux qui sont nés et de ceux qui ne sont pas nés. Mais donc je voulais juste compléter le saut qu'on a fait avant, parce que Véronique m'a posé la question de nos débuts et de notre situation de provinciaux, mais quand même... J'ai pas dit ça, non. Non, mais c'est le cas, et moi je suis fière de l'être, mais en tout cas après les projets du début, évidemment, ça fait plus de presque 15 ans qu'on existe, et on s'est exporté beaucoup, et on a travaillé sur beaucoup d'éditions, avec beaucoup de structures, et avec beaucoup de problématiques de travail différentes, et juste ça, c'est une parenthèse, mais que je trouve ça très important, puisqu'on parle des commanditaires. Nous, graphistes, en tout cas à l'atelier Tout va bien, on se considère comme des porte-voix, en fait. On a cette chose très importante où on a nos écritures, nos connaissances, notre culture, nos convictions graphiques et typographiques, mais il faut pas oublier que nous sommes des porte-voix, et le travail, tu parlais de trait d'union, et en fait le travail de trait d'union entre le graphiste et le commanditaire, c'est un travail de compréhension mutuelle où le graphiste doit comprendre la portée du message du commanditaire, et le commanditaire doit comprendre comment le graphiste veut arriver à parler des choses qui lui sont chères aussi. Donc c'est quand même un double, c'est des vrais allers-retours, et donc on arrive au projet le projet non retenu. Nous avons été en 2020, 21,
les dates, je sais plus. C'était juste pendant la période de la pandémie. C'est un détail très très important. Retenu à la première phase de l'appel d'offres du musée de la chasse et de la nature, qui était encouragé par une nouvelle direction. Donc c'est souvent le cas quand dans les projets de design graphique, nouvelle direction. Alors c'est pas le cas à chaque fois, mais nous autres graphistes gardons un œil ouvert sur les mutations des uns et des autres dans les structures, parce que souvent changement de direction égale nouvelle identité. C'est pas un fait totalement immuable, mais quand même c'est assez récurrent. Donc nouvelle direction musée de la chasse et de la nature, nouvelle identité graphique. À l'origine, c'était une belle identité qui était dessinée par des signes. Et nous avons répondu parmi un certain nombre. Voilà, on est passé à la deuxième phase, donc la phase projet. Et nous avons dessiné quelque chose qui était que je trouve toujours. J'ai un petit pincement au cœur quand je vois ces images parce que je trouve que le projet était plutôt bien dessiné. On est parti sur la question de l'hybride, l'hybride parce que le musée de la chasse et de la nature est un hybride. Hybride entre des collections de cabinets de curiosité et art contemporain, hybride aussi par, enfin voilà, c'est ce qui est montré à l'intérieur, hybride par leur statut aussi parce que c'est à la fois une fondation et un musée, hybride aussi dans le public qu'ils reçoivent parce qu'il n'y a pas que des amateurs d'art, il y a pas que des amateurs de chasse et il y a aussi tout le monde qui se trouve là au milieu. C'est un musée qui est parfois décrié parce que est-ce qu'il faut faire l'apologie de la chasse? Mais ça n'est pas l'apologie de la chasse, c'est beaucoup plus que ça. Donc on avait tout ce travail de réflexion autour de l'hybride. Donc on a choisi un caractère typographique qui est le TOY, qui est distribué par une fonderie qui s'appelle Out of the Dark, qui a un caractère lui-même hybride parce que c'est un revival avec beaucoup de ligatures. Il y a des centaines, enfin une bonne grosse centaine de ligatures. Et la ligature, par essence, est une lettre hybride puisqu'elle est l'union de deux caractères, de deux glyphes. La ligature la plus célèbre est l'esperluette. Et on a aussi voulu faire quelque chose d'hybride dans les esthétiques convoquées, puisque le caractère typographique est très très expressif, très très riche de formes. On est dans tout sauf du minimalisme. Et ce qu'on a développé sur tous les supports de communication, puisqu'il y en a eu beaucoup, là, on a vu les affiches, mais voilà, c'était quelque chose de très épuré, qui se rattachait plutôt au monde de l'art contemporain. Donc on a voulu un peu mélanger les choses dans l'identité. Après, on a fait un dossier qui faisait plus de 200 pages. On a décliné sur un nombre de supports incommensurables. On en a fait plus que ce qui nous était demandé. On s'est perdu. Alors tout le monde était confiné. Nous, on était à l'atelier en sueur devant notre ordinateur à répondre à cet appel d'offres et à mettre tout notre temps et tout notre cœur dedans. On a fait un logo qui était hyper modulaire, qui pouvait s'adapter à tout type de support, où chaque espace blanc était remplacé par un rectangle, le rectangle qui est devenu, on va dire, le signe, on va dire, modulaire qui pouvait se replacer partout dans n'importe quel support avec n'importe quel en association avec des images, en association avec de la typo, en association avec des formats. Enfin, on a fait un projet faramineux qui, alors je ne sais pas, et peut-être que Véronique pourrait répondre, je pense que ça a effrayé le commanditaire parce que c'était trop, parce que c'était très très abouti, parce que jusqu'à la moindre virgule, jusqu'au moindre réglage de bloc texte, n'avait tout, c'était fait, c'était là. Et je pense, je suppose que le commanditaire, alors peut-être juste ne s'est pas retrouvé dans notre proposition, et c'est une vraie raison de refuser un projet, mais aussi peut-être s'est dit mais j'ai plus de place, il y a plus de place pour le dialogue, et peut-être avons-nous à ce projet-là oublié que un projet c'est aussi un dialogue avec un commanditaire, et si on laisse pas de place au commanditaire, eh bien le commanditaire lui va fermer sa porte peut-être. Donc voilà, mais c'était il y a plein d'autres projets qui ont été acceptés avec un grand enthousiasme, et celui-ci n'est jamais paru.
J'aimerais interagir avec toi si c'est possible. Non, ça me pose vraiment la question justement du cadre de la commande quand tu partages ça. C'est-à-dire que je me demande si justement l'humain n'est pas en fait nécessaire à toutes les étapes en fait de la commande. Donc en fait quand j'entends Céline, pour moi c'est beaucoup plus logique entre guillemets comme façon de fonctionner parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup d'indicibles et beaucoup de vivants en fait qui se passent pour que le commanditaire se positionne et qu'en fait un brief écrit pour moi ne remplace jamais le fait de voir en fait en vrai son commanditaire ou ses commanditaires, parce que c'est vrai que là on essentialise en imaginant que c'est un seul, mais en fait on travaille avec des équipes, parce que quand on parlait de auteur, je pense qu'en fait dans le design graphique on est auteur, on est souvent co-auteur, on va dire justement là ça dépend des fonctionnements puis ça dépend des projets, qu'en fait quand il y a déjà quand il y a déjà un artiste, quand il y a déjà des commissaires, en fait on est déjà souvent dans des relations en fait c'est ça, de co-autoria, c'est-à-dire que en fait, je pense que c'est vraiment super. Et donc voilà, je réagis par rapport, donc j'avais envie de dire, mais voyons-nous. Non, mais c'est-à-dire que vraiment, en fait, ça a beau apprendre, a beau être défrayé, très bien, etc., etc. En fait, je trouve que la rencontre est à mon avis l'espace le plus intéressant pour en fait choisir des graphistes, ou pour décider en fait de travailler ou de ne pas travailler avec des gens. Merci beaucoup Ariane, en effet. Oui, juste je complète parce que c'est tellement juste ce qui est dit ici et mine de rien dans un projet de design graphique à court terme ou au long cours, je note souvent que la première discussion, celle qui va être spontanée, qui va être peut-être en dehors justement des réunions officielles, mais presque le premier coup de fil ou la première discussion qu'on va avoir avec le commanditaire, c'est la substance même du projet, c'est l'essentiel. Et le premier contact de voix ou physique qu'il y a avec un commanditaire, c'est presque le plus important et c'est celui qui va finalement trouver une résonance dans tout le projet qui suit, parce qu'il y a de la spontanéité, parce que c'est informel et parce que c'est les fondations qui sont là. Et la fondation vient effectivement de la rencontre et de la discussion. Merci beaucoup à toutes les deux. On va peut-être interagir et peut-être avez-vous des questions? Oui, formidable. Merci. Donc bonjour à tous et à toutes. J'avais une question en tant que jeune professionnel et notamment par rapport à ce que vous disiez, Anna, pendant votre présentation, du fait que vous êtes lancée en indépendant directement après l'école. Et en fait, ce qui me questionne, c'est un peu comment trouver une forme de légitimité face aux commanditaires. Parce que parfois, c'est ce qu'on m'a dit, il faut rassurer la personne en face. Et vous parliez du fait que vous aviez aussi appris en travaillant. Et comment vous aviez fait pour pas cacher ces lacunes que vous aviez à l'époque, mais pour en fait tout simplement passer au-dessus et pouvoir travailler ensemble quand même. Déjà, il faut y croire. Ça, c'est la première chose. Il faut assumer ses faiblesses et assumer aussi ce qu'on sait, parce que quand on sort des études, on sait plein de choses et on sait faire plein de choses. Et en fait, la légitimité, c'est difficile ce terme. C'est pas le graphiste qui est légitime ou qui est pas légitime, c'est le travail en lui-même en fait. Et nous, si on a réussi ensuite à avoir de plus en plus de projets, toujours plus intéressants les uns que les autres, c'est que on a mis dans notre travail ce qu'on savait faire, on l'a fait avec notre tête, on l'a fait avec notre cœur, et la légitimité, en fait, c'est la force de travail qui va la générer en fait. Donc après il y a aussi des coups de bol, ça arrive, hein, on peut être le meilleur graphiste du monde, on peut aussi avoir la poisse, ça arrive. mais je crois que il faut juste y croire et il faut juste y aller et faut oser quoi, même s'il y a du monde, même s'il y a de moins en moins d'argent parce que c'est le cas, même si les commanditaires travaillent avec des graphistes qui peuvent nous impressionner parfois quand on est jeune. Il faut juste se dire j'ai appris quelque chose et cette chose je vais la mettre au profit de mon travail et si on y va à fond, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pardon, je suis un peu...
Alors donc ce coup-ci je vais sortir une question très courte. Donc on a vu des cas de commanditaires, institutions, graphistes, mais pour le cas Use, pour ça il y a un cas que je trouve vraiment particulier. J'aimerais bien avoir quelques mots. Par exemple, vous avez réalisé la monographie d'ABM Studio. Et il est très très rare d'avoir des graphistes qui confient à d'autres graphistes leur travail. Et j'ai jamais eu le temps de l'écrire ni de le dire, mais je trouve que le bouquin est absolument extraordinaire. Et voilà comment, quel est le réflexe qui a conduit des graphistes à appeler d'autres graphistes. Oui, bien sûr, je fais court. Ouais. Non, merci pour la question. Ça me touche. Alors, ABM, je pense qu'en fait, ce sont des graphistes qui, pour relégitimer leur travail, à un moment où il y avait eu un souci en fait d'appropriation ou de perversion de leur boulot, dans le sens où en fait, c'est un livre qui est payé par des, comment on appelle ça, quand on a des préjudices. Un préjudice moral. Donc en fait, ils ont eu un préjudice moral et donc en fait, ils se sont payés une monographie. Et je pense que, comme des artistes, j'ai envie de dire, donc comme ça fait partie un peu des cartes de visite, donc c'est vrai qu'on leur a fait une méga grosse carte de visite. Et c'est vrai que on avait des affinités plutôt liées à nos mondes de la musique ou de l'art. Et Olivier Use, mon compagnon et collègue de travail, s'est aussi dit, ça m'intéresse d'écrire sur le graphisme, d'arrêter en fait de faire des apologies de vie, parce qu'en fait il y a tellement de monographies de graphistes qui sont genre, il est né ici, il était vraiment fantastique, et c'est vraiment des gens merveilleux et super sympas. En fait, à un moment se dire, et si en fait on essayait de décoder les formes, et donc de montrer le travail par ses formes. Donc voilà, un travail qui colle peut-être plus, on va dire, à la critique d'art ou comment est-ce qu'elle peut se pratiquer dans certains cas. Et donc je pense que voilà, c'est ça qui a motivé très sérieusement notre collaboration. Et après nous, en termes de positionnement, on s'est dit tiens, si on essaye de faire du Use et Bossart, qu'est-ce qu'on fait pour que justement ça, ce sont leur espace et on les reconnaît comme tels. Et là, nous, on va se positionner comme ça, donc on va dire, disons, de façon plus littéraire, ce qu'on a fait sur cet ouvrage. Et en même temps, en essayant donc de redécortiquer leurs fichiers, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a eu accès donc à leurs archives numériques qui ont permis qu'on mette en valeur les différentes couches typographiques ou voilà tout ce travail d'interprétation de leur image. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle couche qu'on avait portée. J'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on a encore... Oui. Moi, je peux dire... Ah oui. Après toi. Non, je voulais juste dire qu'en fait, c'est vrai que je pense plus là à des cas de communication graphique, dont j'ai pas parlé personnellement sur le projet là que j'ai montré, mais je trouve qu'il y a aussi vraiment quelque chose qui est très important quand on fait de l'identité, c'est le choix des mots, et qu'il y a des fois en fait on ne met pas le point d'orgue là-dessus, et quand nous en fait en tant que graphiste, malgré tout on met en forme des mots, et surtout quand il y en a peu, et que le ton qu'on emploie et la façon de formuler des indications aussi simples que venez à une exposition, et ben en fait ça va aussi donner une première impulsion au graphisme. Je voulais juste te dire, tiens, dans cette attention justement entre forme et fond, parce que j'allais dire justement en tant que co-auteur, justement d'un objet, en fait on n'arrête pas de mettre de l'intelligence dans la forme. Voilà, je voulais aussi. Juste en complément, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a des graphistes qui sont excellents dans leur travail, mais qui sont pas très habiles pour se vendre eux-mêmes. Et à l'inverse existe aussi d'excellents communicants qui vendraient des rayures à un zèbre, mais voilà, leur travail est moins fantastique. Et il y a donc voilà, je pense que pour rejoindre voilà votre interrogation de jeunes professionnels, il faut aussi en fait arriver à mettre les bons mots sur son travail pour pouvoir convaincre un commanditaire. Un commanditaire, il a effectivement, il prend toujours un risque en confiant son travail à quelqu'un de jeune ou sortant d'école. Il y en a certains qui sont complètement prêts à le faire, mais il faut qu'il y ait une sorte on se dit ok, lui je vais pouvoir lui faire confiance, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose le mot rencontre a été prononcé plusieurs fois, je pense que c'est très important, et donc la rencontre elle doit susciter l'intérêt, la confiance qui vont faire que la part de risque va être minorée.
Ma question, c'est, alors plutôt pour les graphistes, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partir d'un contexte de concours, de mise en concurrence, d'appel d'offres, dans le privé par exemple, et de glisser finalement vers quelque chose de l'ordre de bah non tiens on va pas passer tout ce temps et cet argent à faire plusieurs pistes et à être en concurrence, mais plutôt à être dans le dialogue et à faire connaissance et à se rencontrer. Et à la fin, on va avoir non pas 3 réponses bof, mais en tout cas une réponse qui aura vachement de sens parce que tout ce temps-là, on l'aura investi autrement en amont du projet. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de convaincre un ou une commanditaire de changer son mode de start de projet? Oui, je fais très très vite. Donc en fait ça arrive pas seulement dans le cadre d'appel d'offres, c'est aussi de collaboration. Ce que tu dis là, nous on fait rarement plusieurs propositions exactement pour les raisons dont tu parles. On préfère largement réfléchir un projet longtemps et qu'il soit bien réfléchi plutôt qu'avoir 3 demi-réponses en fait dont aucune n'est viable. Donc ça peut être très frustrant pour certains commanditaires qui ont envie de choisir, mais alors on peut faire plusieurs propositions quand on nous le demande expressément. C'est-à-dire que quand la proposition unique est on va dire un motif de refus parce que les règles ont pas, parce qu'il y a des règles aussi forcément dans un cadre d'une commande, mais il y a certains designers graphiques qui sont plus à l'aise dans le fait d'être très foisonnants et d'autres qui préfèrent être dans une analyse très profonde du projet, du sujet. Je pense que ça dépend aussi des méthodes de travail des uns des autres. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, je vais dire la même chose, mais surtout j'allais dire de toute façon nous on perd tout le temps les appels d'offres. Donc en fait, je trouve que quand justement on fait des propositions sans avoir rencontré les gens, généralement on est à côté de la plaque. Parce que justement, je pense qu'on part dans en tout cas nous, ça nous est beaucoup arrivé de partir. Donc ça nous est justement pas souvent arrivé, mais une fois on avait été retenu et il y avait une proposition, il y avait une phase projet avec une rémunérée auquel donc on avait participé. Et c'est vrai que tout d'un coup, on part dans les choses qui nous habitent, quoi, ou qu'on a envie de faire, mais qui peuvent totalement déconnecter du projet et de la situation qu'on connaît toujours moins bien que les gens qui y sont vraiment ancrés. Donc voilà, ou alors voilà. Mais moi, j'avais plutôt compris la question comme étant, est-ce qu'en fait, en tant que graphiste, quand il y a 3 graphistes qui sont sélectionnés, est-ce qu'en fait, il nous arrive de fusionner en termes de groupe? Ma question, c'était plutôt ça, voilà. Mais en même temps, ça rejoint tout à fait la réponse d'Anna qui est hyper intéressante aussi. J'allais dire, à mon avis, il faudrait passer le micro à Gaël Maury, qui a justement pour son lieu fait travailler des graphistes qui travaillent d'habitude pas ensemble, on va dire, parce que moi, en l'occurrence, ça m'est jamais arrivé. Pardon. Il est là. Ah. Oui, alors j'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais je me suis trouvée confrontée à... Donc on est en train de travailler sur la nouvelle identité visuelle de la FNET, qui est la même depuis 15 ans, donc autant vous dire qu'il était temps. Et moi, j'arrivais pas à rentrer dans le processus de l'appel d'offres et du mini concours à l'entrée, parce que je me disais que j'allais voir arriver des propositions de gens que je connais, que j'aime, avec qui j'ai déjà travaillé et que je pourrais pas arbitrer. Donc, j'ai fait une proposition à 3 designers de est-ce qu'on peut couper le budget en 3 et travailler ensemble. Et ils ont accepté. Génial. Alors, c'est Avignon, Montpellier. Ouais. Grâce à la rencontre, c'est possible parfois. Et c'est un autre mode de commande, en effet, qui n'est pas très usité. Merci beaucoup pour ce nouvel exemple. Merci beaucoup à toutes les 4 pour ces échanges. Merci beaucoup.